Alors, qu'est-ce que la valeur de plan? Rappelons tout d'abord que le plan est la prise de vue réalisée entre le déclenchement et l'arrêt de la caméra. Ça dure généralement que quelques secondes et ça constitue l'élément de base du langage cinématographique. Le plan sert à monter quelque chose de précis. On va donc réaliser un cadrage particulier pour montrer cette chose et pour simplifier le dialogue entre le réalisateur et le caméraman, ou même le monteur. On a codifié et nommé ces différents cadrages, c'est ce qu'on appelle les valeurs de plan. Alors on a tout d'abord le plan général. Celui-ci permet de montrer l'ensemble d'un décor. C'est une vue très large d'un paysage ou d'une ville, mais sans personnage. Il nous permet d'avoir une situation géographique dans laquelle le film va se dérouler. Ensuite, nous avons le plan d'ensemble. Il nous permet d'introduire les personnages du film dans leur environnement. Ce sont des plans qui sont très utilisés en introduction, car ils permettent d'aller du général au particulier. On les retrouve aussi souvent à la fin d'un documentaire, par exemple, pour faire une ouverture. Un peu plus resserré, on trouve le plan moyen. Il cadre les personnages de la tête aux pieds et concentre surtout l'attention du spectateur sur eux. On continue avec le plan américain. Celui-ci cadre les personnages à mi-cuisse et permet de montrer le dialogue avec deux personnages sans avoir besoin de modifier la position de la caméra. Ce sont les cinéastes français qui l'ont nommé comme ça, plan américain, car c'est un plan typique des films américains de la première moitié du XXe siècle, et tout particulièrement des westerns. Comme ça, on pouvait voir le revolver à la ceinture des cow-boys dans son intégralité. Après le plan américain, on a le plan rapproché. Alors le plan rapproché est souvent séparé en deux. On a d'abord le plan rapproché taille et le plan rapproché poitrine. Le plan rapproché taille cadre les personnages à la ceinture et montre ce qu'ils font et ce qu'ils disent, sans pour autant aller trop dans les détails. À partir de ce plan, on a une certaine intimité qui se crée. On va isoler les différents protagonistes, ce qui permet de mieux lire leurs réactions sur le visage, mais aussi le mouvement de leurs épaules. Le plan rapproché poitrine, comme son nom l'indique, cadre un personnage de manière un peu plus resserrée que le plan taille. C'est le plan du journaliste par excellence, derrière son bureau, ce qui permet d'accentuer un peu plus les expressions du visage. Dans les deux cas, le plan rapproché empêche le spectateur de voir les éléments hors champ et lui laisse la liberté d'imaginer ce qui se trouve en dehors du cadre. Le gros plan, on ne voit qu'une partie du personnage sur laquelle on veut vraiment porter l'attention. S'il s'agit du visage, on va pouvoir lire ses sentiments, ses émotions. Pour le spectateur, cela favorise l'identification au personnage, ou au contraire son rejet s'il s'agit d'un méchant. Le très gros plan, il ne montre qu'un seul élément, un détail du visage par exemple. Il est généralement très court et permet d'attirer l'attention sur un détail important qui sert à la progression de l'histoire. Par exemple, un indice sur une scène de crime. Donc voilà, nous avons vu les différentes valeurs de plan qui vont nous permettre de raconter une histoire. Avant de finir avec ce chapitre, je vais rapidement vous parler d'autres plans dont vous pouvez entendre parler. On commence par le plan séquence. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une séquence? Eh bien, c'est une suite de plans situés dans un même lieu à un temps donné. Un plan séquence, c'est exactement la même chose, sauf que c'est réalisé avec une seule prise de vue. On va déclencher la caméra une fois, les acteurs vont évoluer devant la caméra, et une fois que la séquence est terminée, on va arrêter l'enregistrement. La grosse difficulté du plan séquence est que lorsqu'il y a des mouvements de caméra et d'acteurs, il faut faire attention à une multitude de détails comme l'éclairage ou la position des micros, qui à aucun moment ne doivent apparaître dans le champ. Ça nécessite beaucoup de répétitions pour tout le monde, aussi bien pour les acteurs que pour les techniciens. On peut citer un exemple, le film d'Alfred Hitchcock, La Corde, bien qu'il donne l'impression d'être un plan séquence, en fait c'est une succession de 11 plans différents. En 1948, les bobines n'excédaient pas 10 minutes de tournage, donc Hitchcock a dû tricher en quelque sorte, en finissant chaque bobine sur un fond raccord. Un fond neutre, comme le dos d'un acteur par exemple, permettait de faire ce raccord. Alors vous pouvez vous amuser à regarder ce film, à essayer de trouver tous les raccords, sachant qu'il est composé de 11 vrais plans. Plus récemment, on peut retrouver des plans séquences dans l'introduction des Petits Mouchoirs, par exemple, jusqu'à l'accident de Jean Dujardin, mais aussi dans les aventures de Tintin, la magnifique course-poursuite en moto entièrement créée par ordinateur, ce qui simplifie grandement les choses. Alors nous avons aussi le plan de coupe. C'est généralement un gros plan qui n'a pas vraiment une utilité particulière pour la narration de l'histoire,
mais qui permet de dynamiser une scène ou de faciliter un raccord difficile à faire. Alors n'hésitez pas à multiplier les plans de coupe pendant un tournage, ça sera toujours utile au moment du montage. Pour finir, le plan d'insert, c'est un gros plan qui permet d'introduire un élément très important de l'histoire. Un objet qui tombe de la poche d'un personnage, par exemple. Beaucoup de réalisateurs utilisent le plan d'insert en début d'intrigue, l'oublient volontairement tout au long du film pour y revenir à la fin et on peut créer comme ça un effet de surprise ou un retournement du scénario. Voilà, maintenant que vous connaissez les plans et leur utilité, on va parler un petit peu de la caméra.